Valéry Giscard d'Estaing à Lyon, il faut muscler l'économie française et restaurer la responsabilité individuelle. Avant son voyage à New York, le président de la République recevra la majorité et l'opposition pour discuter du désarmement. Parti communiste, l'heure de l'examen de conscience, la réponse de Georges Marchais mercredi, commentaire Alain Duhamel. Tchad, Valéry Giscard d'Estaing, les forces françaises n'exerceront aucune action offensive. À petits pas mais sûrement, les escargots chinois menacent les gastéropodes bourguignons. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président aux manettes, pour la deuxième fois en quelques mois, le chef de l'État a conduit lui-même la rame inaugurale d'un métro. Celui-là est orange et c'est celui de la ville de Lyon. Conduite sans à-coups, on dit les personnalités qui l'a transporté pendant une dizaine de minutes, sous le contrôle éclairé d'un conducteur professionnel, celui-là. Et le président de la République en a profité pour annoncer qu'un certain nombre de mesures nouvelles en matière de transport collectif seraient examinées au cours d'un prochain Conseil des ministres. Bernard Pradino a suivi la journée lyonnaise du président. Les petits Lyonnais ne sont pas allés à l'école aujourd'hui pour cause d'inauguration de métro. Il faisait beau et il y avait vraiment beaucoup de personnalités. Monsieur Giscard d'Estaing, à un certain moment, s'est mis au poste de pilotage pour conduire lui-même le métro de Lyon pendant quelques stations. Au cours de la matinée, on a vu souvent le chef de l'État discuter avec monsieur Ernu, le maire socialiste de Villeurbanne. Pour monsieur Ernu, le pays n'est pas en état de guerre civile et il est bien normal qu'un des leaders du PS reçoive convenablement le président de la République. Enfin, à l'auditorium de la Part-Dieu, monsieur Giscard d'Estaing a parlé de Lyon, de son avenir international, mais aussi de la France et de son effort de redressement économique. L'effort collectif d'une part, la responsabilité individuelle de l'autre doivent être les deux ressorts de notre rétablissement, deux ressorts associés, deux ressorts imbriqués et tendus vers un même résultat. Faire ce choix ne signifie en aucune manière renoncer à établir plus de justice en France. Chacun a entendu, ici et partout, pendant la campagne de cet hiver, l'immense aspiration des Françaises et des Français, et notamment des plus jeunes, vers davantage de justice. Une solidarité accrue avec les moins favorisés s'impose particulièrement au temps de l'effort. C'est le sens des actions engagées, préparées ou annoncées par le gouvernement. Et puis on a beaucoup remarqué une conversation dans le métro entre Valéry Giscard d'Estaing et le socialiste Charles Ernu. On dit que le chef de l'État lui aurait annoncé son intention de s'entretenir avec les responsables de la majorité et de l'opposition sur les problèmes du désarmement. J'ajoute qu'il y a eu deux manifestations à cette occasion. D'abord des handicapés qui ont demandé un métro accessible à tous. Ce n'est pas le cas de celui de Lyon, Noël Mamère l'a déjà évoqué dans C'est la vie. Et puis celle des 800 salariés de Manu France venus de Saint-Étienne. Des représentants de l'entreprise stéphanoise ont été reçus cet après-midi par un collaborateur de Valéry Giscard d'Estaing. Manu France fait beaucoup de publicité en ce moment pour relancer ses activités. Venons-en maintenant à la troisième et dernière journée de la réunion du comité central du Parti communiste, place du Colonel Fabien. La réunion s'était poursuivie aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu à l'origine, en raison du grand nombre d'orateurs inscrits. Alors, essayons de faire le point, Alain Duhamel. Et d'abord, est-ce qu'il y a eu unanimité, comme le dit le Parti communiste, derrière Georges Marchais, derrière son rapport? Bah écoutez, pour parler franchement, comme dirait Georges Marchais, il y a deux choses qui sont certaines. La première, c'est que quand on met 120 personnes ensemble, puisqu'un comité central, il y a 120 personnes, elles ne peuvent pas toutes être du même avis. Bon. La seconde, c'est que, compte tenu de la façon dont est composé le comité central, c'est évidemment pas l'endroit à privilégier la contestation au sein du Parti communiste. Donc, il est probable que cette fois-ci, surtout si on se fonde sur certains précédents qui ont existé, il est probable que cette fois-ci, dans leur façon d'apprécier le rapport et de le commenter, puisque vous savez, chacun le commente en fonction de son département ou de sa responsabilité, il est probable que les initiés à demi-mot qui étaient là comprenaient bien que X ou Y était plutôt d'accord ou plutôt réservé. Alors précisément, cette contestation, à votre avis, elle va s'accentuer dans les semaines à venir? S'accentuer, j'en sais rien, parce que ce serait difficile qu'elle s'accentue beaucoup dans la mesure où on n'avait jamais vu
une contestation aussi publique que celle qui a existé depuis plusieurs semaines. En revanche, ce que je crois, c'est qu'elle va se poursuivre. Je crois qu'elle va se poursuivre dans l'immédiat. Parce qu'il me semble que pour les contestataires, notamment pour les intellectuels, pas seulement pour eux, il me semble qu'ils n'ont pas trouvé vraiment toutes les réponses aux questions qu'ils ont posées. Par exemple, sur le fonctionnement, non, mais sur le fonctionnement interne du Parti communiste, ou bien sur la stratégie que le Parti communiste va devoir adopter pour la suite, ils ne seront sûrement pas satisfaits d'après les papiers qu'ils avaient faits avant. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, en réalité, entre ce comité central qui est très important, et puis la préparation du 23e congrès qui aura lieu au tout début de l'année prochaine, il ne s'écoulera pas beaucoup de temps, et qu'en fait, les communistes commenceront à préparer leur 23e congrès dès la rentrée. Et on sait qu'il y a des tribunes, alors là, qui cette fois-ci sont prévues par les statuts, qui existent, et donc qui discuteront tous. Donc, en réalité, à mon avis, la contestation continuera au moins jusqu'au 23e congrès. Alors, Georges Marchais a beaucoup fustigé les contestataires, il l'a aussi beaucoup fustigé le Parti socialiste. Et là, visiblement, ça va continuer. Oui, ben là aussi, ce qui est clair dans le rapport de Georges Marchais, et ce qui est évident quand on lit la presse communiste en ce moment, c'est que, en ce qui concerne l'analyse des responsabilités devant l'échec de la gauche d'une part, et d'autre part l'analyse des relations aujourd'hui entre Parti communiste et Parti socialiste, il n'y a aucun élément nouveau de modération, tant s'en faut. Le Parti communiste dit, Georges Marchais dit, nous n'avons aucune responsabilité dans la défaite de la gauche, c'est de la faute du Parti socialiste, donc naturellement il va y avoir la convention des partis socialistes, naturellement les relations vont plutôt s'aigrir. Alors l'union de la gauche dans tout ça, quelle va être la stratégie du PC? Continuer à tout prix l'union de la gauche, même artificielle? Écoutez, le problème du Parti communiste, c'est que s'il est isolé, il est inefficace. Donc je dirais que compte tenu du mode de scrutin, par exemple, et puis compte tenu de sa situation politique en France, il est contraint à ne pas renoncer à une stratégie d'union. Simplement, sa difficulté aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas renoncer à une stratégie d'union, et qu'en même temps, il a un partenaire qui est réticent, et que ce que Georges Marchais a encore dit avant-hier ne peut le rendre que plus réticent. Alors la position personnelle de Georges Marchais maintenant? Oh non, alors je crois que c'est... On l'a dit, un petit peu contesté. Non, il a sûrement été un petit peu contesté, de même qu'il est probable qu'à l'intérieur du bureau politique lui-même, il y a dû y avoir des discussions, mais la position de Georges Marchais comme secrétaire général du Parti communiste me paraît solide, et je dirais même que, puisqu'on sait déjà que les communistes auront un candidat aux élections présidentielles en 1981, je serais surtout très étonné que ça ne soit pas lui. Merci. Suite de l'examen de conscience des formations de gauche après leur échec électoral, les radicaux de gauche maintenant, le mouvement est très déchiré entre deux candidats à la succession de Robert Fabre. Le choix se fera dans 3 semaines entre Michel Crépeau et Jacques Maroselli. Le président démissionnaire, Robert Fabre, donc, a désigné son dauphin pour le remplacer. Il préfère Jacques Maroselli, partisan d'une autonomie totale du MRG au sein de l'Union de la gauche. Enfin, un dernier partenaire, le PS, nous l'évoquions à l'instant, sa convention nationale se réunit demain à huis clos à Paris. Et la discussion s'engagera sur la base de 2 textes seulement. Une lettre de François Mitterrand aux militants et puis une sorte d'addendum, la contribution au débat déposé par le CRS. En fait, il y a beaucoup de courants et de sous-courants au Parti socialiste qui ne manqueront pas de s'exprimer demain. Au Parti socialiste, on ne parle pas de tendance, on parle de courants de pensée. Les courants de pensée s'incarnent bien souvent dans un homme et chacun a son histoire. Autour de François Mitterrand, les conventionnels, ou anciens membres de la Convention des institutions républicaines. Ils ont suivi François Mitterrand au nouveau Parti socialiste lors du congrès d'Épinay en 1971. Depuis, de nouveaux adhérents les ont rejoints. Ensemble, ils constituent ce que l'on appelle les mitterrandistes. Les anciens de la SFIO. Ils ont apporté au Parti socialiste, lors de sa création, le gros de ses troupes et sa base ouvrière. 2 grandes fédérations, celle du Nord animée par Pierre Mauroy, et celle des Bouches-du-Rhône, animée par Gaston Defferre. Le CRS, Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste. Il a été créé du temps de la SFIO par une équipe de jeunes loups groupés autour de Jean-Pierre Chevènement. Le CRS, aile gauche du Parti socialiste, a d'abord soutenu François Mitterrand. Depuis 1975, il constitue la minorité du Parti socialiste. Les anciens du PSU. Ils ont rejoint le Parti socialiste avec Michel Rocard à l'automne 1974, en même temps d'ailleurs que des syndicalistes. Ils appartiennent à la majorité du parti, mais de plus en plus, on les désigne sous le nom de rocardiens. La tâche du Parti socialiste pour les mois qui viennent, réaliser l'unité entre ces hommes et l'unité entre ces courants de pensée autour d'un projet proprement socialiste. La lettre de l'unité, la publication quotidienne du PS, répète que le Parti communiste porte la responsabilité fondamentale de l'échec de la gauche aux législatives.
Suite des élections professionnelles dans les entreprises, à l'usine Renault du Mans, la CGT se maintient dans le premier collège, celui des ouvriers, mais régresse très nettement dans le second, celui des cadres. Manifestation aujourd'hui à Marseille des ouvriers de l'usine Terrain, occupés depuis hier. Le travail a repris à l'usine Slava de Besançon. Le directeur soviétique de l'entreprise a donc accepté les conditions des ouvriers français. Et puis un nouveau démenti de Valéry Giscard d'Estaing à propos de la bombe à neutrons. Ni expérience, ni programmation, a dit le chef de l'État, qui a par ailleurs expliqué pour nos confrères de TF1 la position française dans les événements du Tchad. Dans ce dispositif, bien entendu, nos moyens à aucun moment n'exercent et n'exerceront d'action offensive. Ce n'est en aucune manière leur rôle, leur mission est une mission de sécurité. Par contre, aussi longtemps que le cessez-le-feu sera mis en question, il est normal que cette sécurité soit assurée. Le Parti communiste a protesté contre l'engagement français au Tchad. Je propose maintenant un aperçu assez rapide mais intéressant des métiers qui montent. C'est le Nouvel Économiste qui publie cette semaine une enquête à l'intention des 800 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Commencer, c'est bien, mais par quoi? Bien des professions autrefois prestigieuses ont cessé d'être des débouchés aussi solides qu'auparavant. Comme le montre le Nouvel Économiste, le prestige d'une profession n'est pas tout, encore faut-il qu'elle ne soit pas saturée. Prenons les professions libérales. Les médecins français seront 140 000 dans 10 ans. Il est peu probable que tous puissent vivre aussi bien que les 30 000 des années 50. Même remarque pour les architectes, pour les avocats et surtout pour les informaticiens. Cette profession pourtant toute neuve est déjà actuellement complètement saturée. En revanche, on a de plus en plus besoin de techniciens et d'ingénieurs dans l'industrie. Enfin, de nombreux métiers de l'artisanat commencent à retrouver une deuxième jeunesse et donc des débouchés. Une enquête qui peut aider les jeunes à se méfier des professions attirantes mais saturées et à chercher du travail là où il y en a. Très rapidement, quelques nouvelles de l'étranger. Le président Daoud aurait été tué à coups de revolver en Afghanistan pendant le putsch dont nous vous parlions hier. Il semble que les combats ne soient pas terminés. Prise d'otage en Autriche, un gangster retient une douzaine d'employés, de clients dans une banque. Et si je vous en parle, c'est qu'il se dit appartenir aux Brigades Rouges, mais apparemment la police autrichienne n'y croit pas beaucoup. À Rome, précisément, rien de nouveau dans l'enlèvement de M. Aldo Moro, pas un seul signe des terroristes. Enfin, au Danemark, abolition de la peine de mort, a décidé le Parlement cet après-midi. Supprimée une première fois en 1920, la peine capitale avait été rétablie après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il faut que nous développions cette information qui nous a émus et vous allez comprendre pourquoi. C'est une jeune fille de 15 ans, Florence, enceinte de 10 semaines, qui s'est suicidée samedi dernier à Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris, parce que selon sa famille, elle n'avait pas pu réunir en argent liquide la somme nécessaire à un avortement thérapeutique. Martine Alrogno. Oui, alors cette information, je la prends avec toute la précaution nécessaire car je n'ai pas plus que vous de précision. Pour l'instant, nous n'avons que le témoignage de la famille. Je crois qu'il faut surtout se garder de faire des liens directs entre possibilité d'avortement et suicide parce que je n'en sais pas plus que vous là-dessus. Ce qu'on découvre quand même à l'occasion de cette affaire, c'est qu'il faut payer pour un avortement. Oui, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale et la loi a prévu que l'on devait payer. C'est tout à fait légal de payer et de payer normalement une somme qui est assez modique, qui est aux alentours de 700 francs. Et la jeune fille n'avait que 500 francs. Oui, enfin elle avait 500 francs, mais elle avait l'autorisation de ses parents, ce qui est important, puisque quand on a 15 ans, on ne peut pas avorter sans l'autorisation de ses parents. Apparemment, elle l'avait. Mais il y a aussi un délai qui est celui de 10 semaines, et je crois que c'est très important, effectivement, d'avorter le plus tôt possible quand on doit le faire. Et là, elle était à la limite sur le délai. À quelques jours de la fin du délai, oui. Je crois aussi que ça, c'est un point important à dire. Lorsque cette décision doit être prise, elle doit être prise vite. Alors, ce que je voudrais dire, m'éloigner un tout petit peu, si vous voulez, pour faire un point très léger sur la loi, on pourrait dire que 4 ans après, bon, c'est vrai, elle n'est pas parfaite et elle n'est pas forcément accessible à toutes, mais dans l'ensemble, disons que cela ne se passe pas si mal qu'on veut bien le dire. Il y a encore des départements où un certain nombre de médecins refusent. Il reste un gros problème d'argent. Car comme vous le savez, les avortements se font dans le public ou dans le privé. Et alors là, je crois qu'on peut dire que de nombreuses cliniques ont fait de petites fortunes avec l'avortement et on ne peut pas considérer que c'est tout à fait moral. La jeune fille s'était d'ailleurs adressée à 2 cliniques qui avaient refusé. Mais alors je voudrais surtout en profiter pour dire que c'est avant tout un problème d'information. D'abord, l'avortement, il faut le rappeler à toutes les fois, n'est pas une méthode de contraception, c'est un pis-aller quand la contraception ne peut pas avoir lieu ou n'a pas eu lieu pour des raisons sociales ou familiales. Et puis, quand une femme est en détresse, je crois qu'il faut qu'elle sache qu'elle peut s'adresser à un centre d'aide sociale
où à la fois on peut lui donner l'argent nécessaire pour avorter si c'est nécessaire, ou pour prendre toute mesure sociale qui pourrait l'aider. Enfin, il faut rappeler aux adolescentes qu'il existe un centre d'information sexuelle où elles peuvent trouver tous les renseignements nécessaires. Et comme de nombreuses provinciales l'ont demandé, maintenant des centres s'ouvrent en province, et notamment à Lille. Je crois qu'il fallait rappeler. La Régie Renault et les artistes, ce sera le titre d'une histoire que nous allons vous raconter. Nous allons le voir tout à l'heure avec Paul Lefebvre. Elle pose un certain nombre de problèmes juridiques. Alors je résume. Il y a 5 ans, Pierre Dreyfus, le PDG de la Régie, signe un contrat avec le sculpteur Jean Dubuffet pour la construction de ce que l'on a appelé le Salon d'été, une vaste construction qui est faite de reliefs sculptés devant les bâtiments de la direction générale. Et puis les travaux commencent, mais il y a 3 ans, Pierre Dreyfus cède sa place à Bernard Vernier-Paliez. Et le nouveau PDG de la Régie, qui n'aime pas tellement cette sculpture, interrompt les travaux. La suite, c'est Alain Doubleski qui va vous la raconter. Afin d'interrompre les travaux, M. Vernier-Paliez invoque 2 raisons. Tout d'abord, la mauvaise qualité des matériaux utilisés. L'argument sera démenti plus tard par l'architecte expert, M. Jacques Robin. Ensuite, la réalisation coûte trop cher. Jean Dubuffet propose alors à la Régie d'achever l'œuvre à ses frais. Pas de réponse. Jean Dubuffet porte l'affaire en justice et perd son procès. C'est un signe de la désaffection qui se manifeste dans notre société, spécialement en France, depuis la guerre, à l'égard des œuvres d'art et des productions de l'esprit. Les classes dirigeantes, actuellement, depuis la guerre, en France, n'ont plus de considération que pour les profits pécuniaires et les promotions sociales, et ne portent plus aucune considération ni aucune affection aux productions de l'esprit qui sont considérées comme des balivernes. Puisqu'il n'est plus question de matériaux ni de prix, il est peut-être question de goût alors. Qu'est-ce qui empêcherait la Régie Renault de débarrasser son terrain privé de ce qui choque son regard, dérange ses habitudes? Notre droit n'admet pas que, ayant vendu une statue, on ait en même temps autorisé celui qui l'a achetée à la piétiner, à la briser, à la démolir. Et pour assurer cette protection de l'auteur, on a créé ce qu'on appelle le droit moral, qui, comme son nom l'indique, se distingue bien du droit corporel, du droit matériel, et ce droit moral doit l'emporter toujours, devrait l'emporter. Parce que précisément, et c'est là qu'on passe du débat juridique au débat de société, dans la pratique, on voit trop souvent qu'entre l'art et l'industrie, celui qui fait le poids, c'est l'industriel, ça n'est pas l'artiste. Maître Kijman estime que la justice a interprété la loi en décrétant que l'œuvre véritable de Jean Dubuffet, c'était cette maquette de plâtre. L'œuvre en cours de réalisation n'étant qu'une simple reproduction. La Régie Renault a donc obtenu l'autorisation d'enterrer la reproduction. Jean Dubuffet fait appel. La question qu'il pose est fondamentale. Faut-il désormais considérer comme n'étant pas des œuvres d'art certains objets se trouvant dans nos musées sous prétexte qu'ils ont été reproduits à partir d'esquisses ou de maquettes? Alors évidemment, on peut aimer ou ne pas aimer. La direction de la Régie Renault n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et je crois qu'il faut dire, Paul Lefebvre, qu'au-delà du droit, il y a tout le problème de l'héritage artistique, de la propriété de l'héritage artistique. Absolument. Le président Mangin et les juges de la première chambre de la Cour d'appel vont avoir donc à se prononcer sur le problème de fond du droit moral de l'artiste. Ils vont le faire en délibéré dans quelques semaines. Bien sûr, ça peut apparaître futile à beaucoup, mais la justice, dans un cas comme celui-ci, doit assumer un rôle délicat, c'est-à-dire décider aujourd'hui, à travers le droit, quel peut être l'art, le bon goût, l'héritage artistique pour demain. Une décision à double tranchant qui pourrait soit permettre, je prends un exemple dans le passé, le non-achèvement de la Tour Eiffel, ou alors la construction, dans l'autre sens, d'une horaire fondamentale devant laquelle les générations qui suivent passeraient en se pliant de rire. D'une quoi ? D'une horreur fondamentale, des normes, c'est toujours la même chose. Alors il existe une collection innombrable dans les musées d'œuvres qu'on a crues mortelles, et des générations d'hommes de bonne foi ont sans doute envoyé souvent au pilon des musiques, des sculptures, des peintures qui seraient aujourd'hui, si elles existaient, notre enrichissement. Alors, la création est-elle inviolable? Celui qui passe commande a-t-il le droit de démolir? Et surtout, l'artiste est-il seul juge de la culture? Bien voilà 3 questions auxquelles vont avoir à répondre dans quelques semaines les juges de la Cour d'appel de Paris, et ça n'est pas facile. Et puis cette décision de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, la compagnie Air France s'est déclarée responsable des dommages causés à 2 passagers par le fameux détournement d'NTB. C'est une décision intéressante qui peut faire jurisprudence.
Sport maintenant avec la défaite du Français Alain Marion en boxe, champion d'Europe des poids welter. Après un dramatique combat face à l'Allemand Jörg Eppel, Alain Marion a perdu hier soir sa couronne au Danemark. Battu, vous le voyez, par KO par le Danois Jørgen Hansen. Et puis dans quelques minutes va commencer une soirée décisive pour le championnat de France de football. Nous ne sommes plus qu'à 2 matchs de la fin. Et dans notre dernier journal, je pense que Gérard Rolls pourra peut-être vous dire qui de Monaco ou de Nantes gagnera le titre. François Mauriac rentre dans la prestigieuse collection de la Pléiade. C'est toujours un événement. Le premier volume de ses œuvres complètes vient de sortir, Tranchée rose et Papier Bible. Et puis ce numéro de l'Opinion française en 1977 de la Sofresse, très intéressant aussi. Il faut quand même que je vous dise aussi que le Manneken Pis a été retrouvé. Je vous le dis et je pense que c'est le 3e et dernier épisode, pour la semaine en tout cas. Les auteurs du rapt étaient tout simplement des étudiants d'une école technique de Bruxelles. Ils ont dû travailler 3 nuits consécutives, vous allez voir ça derrière moi. 3 nuits pour essayer de déboulonner, ils sont arrivés d'ailleurs, de déboulonner le petit bonhomme de son socle. Ils ont quand même, cette nuit, prévenu les pompiers qui sont venus récupérer l'orgueil de tout un peuple. Je voudrais terminer ce journal par une grande production de notre service économique sur la guerre de l'escargot. C'est une véritable bataille rangée à coups de corne que se livrent les gastéropodes français et étrangers. Les Français sont en train de se faire déborder par leurs adversaires, mais il faut tenir, car sur le front de la grenouille, de l'écrevisse, du foie gras et du champignon, vous savez que les tricolores ont perdu beaucoup de terrain depuis quelques années. Alors Philippe Sassier va nous raconter tout ça. Cet escargot de Bourgogne ne le sait pas encore, mais il est en perte de vitesse. L'escargot est un animal qui voyage de plus en plus et les Bourguignons viennent souvent d'Europe centrale, mais ils appartiennent tous à la même famille. Cette gloire de la cuisine française doit souvent croiser les cornes avec un envahisseur venu de Turquie. Aujourd'hui, le danger est plus grave, le voici, c'est l'Achatina fulica, un escargot chinois. Sa coquille ressemble autant à celle d'un escargot de Bourgogne que la cathédrale de Reims et une pagode, mais il coûte 3 fois moins cher et puis, au fond d'une boîte de conserve, tous les escargots paraissent frères. Les Français s'inquiètent beaucoup de ce péril jaune au royaume des gastéropodes. Ils sont d'autant plus inquiets que les braves et bons bourguignons reculent devant le nombre des coquilles venues d'Asie. L'escargot pullule en Chine. C'est même un envahisseur. Et les Chinois essayent de s'en débarrasser par tous les moyens. Alors ils s'en débarrassent en nous les envoyant? Oui, pour une forte partie, oui. Ils en mangent d'ailleurs, ils en mangent une bonne part, mais ils en expédient une autre part, et ce qui leur fait rentrer des devises. Alors qu'est-ce qui mange des escargots actuellement dans le monde? Dans le monde, après nous, ce sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, et le Royaume-Uni qui vient doucement. L'escargot chinois, vous en enlevez beaucoup de parts de vos marchés à l'exportation? En ce qui nous concerne, nous exportions 50% de notre production et nous sommes tombés à 10% et nous n'espérons plus que 5% pour les années à venir. Et il est bon cet escargot chinois? Sur le plan gastronomique, disons qu'il est plutôt douteux. C'est-à-dire que par rapport à un Bourgogne? Il ne supporte pas la comparaison. L'escargot, c'est moins important que la machine-outil, mais ce n'est pas une raison pour rester dans sa coquille. Oui, surtout quand les escargots ont les yeux bridés. Alors la bande dessinée maintenant, elle paraît en plein boom, elle. J'ai là 3 nouveaux journaux à suivre, BD et puis Regard sur le monde. Et pourtant, l'âge d'or de la bande dessinée paraît dépassé. Elle tâtonne en ce moment, elle se cherche. On le verra ce week-end encore à Toulouse où se tient un festival. Fini les super-héros. Martine Laroche-Joubert a trouvé ceux d'aujourd'hui sans muscles, un petit peu dérisoires, souvent punk. Bref, la BD n'est plus ce qu'elle était. Après l'explosion des années 60, la bande dessinée semble manquer de potions magiques. Dans ces années 60, entraînée par un petit Gaulois, décapée par l'humour acide de Harakiri, elle avait quitté la chambre d'enfant pour le salon et s'était retrouvée élément de notre culture quotidienne. Les dessinateurs de BD, ceux qui se penchaient sur la société en jetant des idées par les fenêtres de notre train de vie, emportés, croyaient-ils, vers une nouvelle société d'après mai 68, se retrouvent aujourd'hui sur un butoir. La réalité est couleur crise, les héros sont tristes,
Leurs aventures ont la couleur des murailles. Peut-être que cette espèce de situation on ne peut plus vaseuse se retrouve dans mes personnages, dans la psychologie des personnages, qui généralement sont des perdants, sont des personnages sans espoir et encore une fois qui ne contrôlent pas du tout ce qui se passe autour d'eux. Atmosphère oppressante, oui. Dans la bande dessinée d'aujourd'hui, les héros, ceux qui nous ressemblent, ceux qui pourraient marcher dans les rues avec nous, sont petits. Petits bonshommes entourés de grands ensembles, grands personnages. Et même quand la BD devient plus politique, plus proche de nos préoccupations actuelles, alors là, c'est pire. Les héros, nos frères, deviennent moutons, proies de rapaces. Dans la bande du Baron Noir, il y a aussi des politicards véreux, il y a aussi des gens qui font des promesses pour le changement, qui promettent par exemple de débarrasser les moutons du Baron Noir. Et puis il y a des prétendants au pouvoir qui disent « Vous n'avez rien fait jusqu'à présent, moi je vous débarrasserai du Baron Noir ». Alors voilà, alors tout tourne autour de cette idée-là. Quel est le plus menteur des deux ? Devant l'absence de rêve sur la réalité, les dessinateurs se réfugient dans l'aventure ou dans les grands ailleurs de la science-fiction, mais aussi dans les brumes des légendes, dans la mémoire des régions, bandes bretonnes, bandes occitanes. Et c'est là la grande force de la BD, être le récipient privilégié des diverses sources et courants qui ne pourraient s'exprimer ailleurs. Non mais je crois que la bande bretonne que nous faisons est actuelle. C'est pour ça que le premier épisode se passe dans le présent. C'est pour bien montrer que les problèmes ont toujours été les mêmes et que malheureusement, ils sont encore les mêmes 2000 ans après. C'est un problème d'oppression des minorités, quelles qu'elles soient, par une majorité, qui peut être une majorité militaire ou politique ou géographique ou quelle qu'elle soit. Chaque mois paraissent 1 millier de pages de BD, titres qui se font et se défont. Devant cette impression de tourner en rond, devant la grisaille, apparaît une tentation. Tout faire éclater, tout nier, le récit, la page, les dessins. À l'exception de quelques dessinateurs toujours les mêmes, qui sont, je sais pas, Reiser, GB, Mandrika, tout le reste me paraît plat, conformiste, sans intérêt. Les seuls vrais créateurs, c'est justement des jeunes gens qui n'échappent pas à l'atmosphère du moment, qui y sont dedans totalement. Ils ont produit des dessins. Ces dessins sont une parodie de cette époque puisqu'ils décalquent ce qui existe et en décalquant ils le parasitent et à telle enseigne qu'aujourd'hui on peut dire que leur influence est considérable. Ces bandes sont les premières bandes punk. Comme il y a une musique punk, le hard rock, le rock dur. C'est la BD dure, celle qui naît dans les lycées. Et pour Astérix, la potion aurait un goût amer, peut-être l'amertume de se sentir vieillir. Dernière page de notre journal, la météo, il fera beau sur le sud-est du pays après dissipation des brouillards matinaux. Les températures seront en hausse. Sur le reste de la France, quelques ondées orageuses de la Bretagne à l'Aquitaine alterneront avec des éclaircies. Sur ces régions, les températures varieront peu. N'oubliez pas, demain, samedi et demi, en direct de Nice, notre rendez-vous avec les surdoués, Jean-Claude Mangeot et un certain nombre d'invités. Et puis auparavant, notre dernier rendez-vous pour la journée avec l'actualité, c'est à 22h45. C'est Gérard Rolls qui vous présentera la dernière édition. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée à l'écoute de nos programmes. Merci de votre attention. À mardi. Au revoir.